Monsieur le Président, Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup tout d'abord, Monsieur le Président, de nous avoir offert cette possibilité de présenter la vision russe des choses et notre analyse de la situation en cours dans le règlement en Ukraine. Je vais commencer par vous dire qu'après l'arrivée au pouvoir en Ukraine du nouveau président, Volodymyr Zelensky, et son équipe, après la victoire de son parti, le serviteur du peuple, aux élections parlementaires, et surtout après ces premières démarches dans le cadre du règlement qui allaient absolument dans le bon sens, c'est-à-dire on a réussi à effectuer un échange des personnalités et on a commencé les partis en conflit ont commencé le désengagement des troupes dans la zone du village de Luganskaye. Donc après tout ça, à Moscou, on a éprouvé un certain sentiment d'optimisme prudent qui, malheureusement, ces derniers jours, se vaporise. Pourquoi? Parce que nous commençons à entendre à Kiev certaines déclarations ambiguës. Nous commençons à entendre certaines déclarations belliqueuses. On parle d'un certain plan B. Nos partenaires ukrainiens font savoir que les accords de Minsk II ne leur conviennent pas. Et dans ce contexte, j'aimerais bien de vous rappeler en quelques mots la position et l'approche russe à l'égard de ce conflit en plein centre de l'Europe. Tout d'abord, je veux démentir, je veux refuter les déclarations que vous pouvez entendre de temps en temps, qui met d'un côté l'Ukraine et de l'autre côté la Russie en tant que deux parties du conflit. Ce n'est pas notre analyse du tout. Les parties dans le conflit, c'est l'Ukraine, c'est Kiev, c'est Donetsk et c'est Lugansk. La Fédération de Russie, c'est un médiateur, c'est un arbitre, comme la France et l'Allemagne. Nous avons le même statut avec ces deux pays au sein du format de Normandie, voulu et inventé, comme il a été dit lors des interventions précédentes, par le président français François Hollande. Nous avons le même statut au groupe de contact à l'OSCE, au groupe de contact à Minsk, à même titre que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui coordonne ces activités. Nous voulons souligner qu'aujourd'hui, et toujours il était nécessaire, et aujourd'hui il est surtout nécessaire, d'établir enfin le dialogue direct entre Kiev, Lugansk et Donetsk. Trois parties dans ce conflit. Ce dialogue est prévu par l'ensemble des mesures pour appliquer les accords de Minsk II. Et pour organiser ce dialogue, nous avons déjà tout. Nous avons le site des négociations, c'est le groupe de contact et les sous-groupes qui s'occupent de quatre aspects, de quatre types de questions. Questions de sécurité, questions politiques, questions économiques et questions humanitaires. Ainsi que concerne le format de Normandie, qui effectivement doit jouer un rôle majeur, un rôle très important dans le règlement. Donc son rôle, c'est plutôt d'être dans un mécanisme de supervision, de surveillance et de propulsion, comme il a été dit dans la déclaration des chefs, des quatre chefs des États membres du groupe de Normandie, du quartet de Normandie, et cette déclaration fait partie des accords de Minsk signés en 2015. En ce qui concerne l'ensemble des mesures que nous avons évoquées tous aujourd'hui, et là je suis absolument d'accord avec l'ambassadeur Morel, c'est la base qui ne connaît pas d'une autre alternative du règlement en Ukraine. Je souligne que le texte de cet ensemble de mesures est approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU et une résolution spéciale a été adoptée dans ce sens, la résolution 2202. Et par cette résolution, l'ensemble des mesures est devenu, après l'adoption de cette résolution, une partie intégrale du droit international.
cet ensemble de mesures prévoit une liste très claire, une feuille de route très claire des mesures qu'il faut effectuer, qu'il faut mettre en pratique, mettre en œuvre étape par étape pour arriver au règlement définitif de ce conflit qui dure depuis déjà 5 ans. Premièrement, il fallait effectuer le désengagement des troupes et des armes lourdes et d'autres des armes lourdes de différents types. Après, il fallait commencer à négocier avec certaines régions de Donetsk, des régions de Lugansk et de Donetsk, des modalités des élections régionales et de l'avenir de Donbass en général, en se basant sur la loi ukrainienne relevant d'un régime particulier de ces régions, en vertu de la loi ukrainienne relative aux modalités temporaires de l'exercice de l'autonomie locale dans certaines zones des régions de Donetsk et de Lugansk. M. l'ambassadeur Morel nous a décrit déjà tous les éléments clés des accords de Minsk. Juste, je rappelle que pendant un mois, c'est-à-dire au mois de mars 2015, l'Ukraine était obligée, selon les dispositions de cet ensemble de mesures, d'inscrire dans sa législation les territoires où ce statut devrait être en vigueur. En même temps, Kiev officiel a pris les engagements d'adopter la loi sur l'amnistie et d'interdire dans sa législation la poursuite de toute personne dans le cadre des événements tragiques dans ces deux régions de l'Ukraine, et notre engagement, l'échange des prisonniers tous pour tous. Parallèlement, l'Ukraine devrait adopter une nouvelle constitution, ou en tout cas introduire certains amendements importants qui prévoyaient les éléments de décentralisation du pays pour prendre en compte le statut spécial de Donbass. Et les dispositions appropriées devraient être négociées, comme je l'ai déjà dit, avec les représentants de cette république autoproclamée. En plus, l'Ukraine a pris les engagements pour rétablir les liens socio-économiques rompus pendant la phase militaire du conflit. Il s'agit du paiement des retraites, des allocutions familiales. Il fallait rétablir les liens entre les banques. Et là, la France et l'Allemagne ont promis un concours en aide dans la réalisation de cette partie des mesures. En ce qui concerne le processus du rétablissement du contrôle de l'État ukrainien sur la frontière de l'Ukraine avec la Fédération de Russie, qui n'était pas sous son contrôle après les combats en 2014. Là, les accords de Minsk prévoyaient le retour de ce contrôle aux autorités ukrainiennes après l'exécution des dispositions politiques dans le cadre des accords de Minsk. Et cette reprise du contrôle par les autorités et par les forces militaires ukrainiennes du frontière avec la Russie devrait être un point final de ce processus assez compliqué du règlement politique, et tout d'abord politique, du conflit. Juste pour vous rappeler l'idée principale de ce rétablissement du contrôle ukrainien, il devrait commencer après les élections régionales en Donbass et terminer après la réforme constitutionnelle en Ukraine. Et si on analyse ce qui a été fait depuis la signature des accords de Minsk, nous pouvons constater que, de fait, les autorités ukrainiennes n'ont pas mis en œuvre aucune de ces dispositions, en tout cas jusqu'à la fin. Par contre, lors de tout ce long processus de négociation entre les parties en conflit et sous la médiation des trois pays et de l'OSCE, certaines concessions importantes ont été faites par Donetsk et Lugansk. Et ces concessions ont été approuvées lors du sommet du format de Normandie à Paris en octobre 2015 et à Berlin en octobre 2016,
Et de quoi je parle? Je parle de cette fameuse formule de Steinmeier, qui prévoyait que le statut spécial du Donbass est introduit de façon temporaire le jour des élections régionales dans ces deux régions de l'Ukraine, et après la conclusion finale de l'OSCE, cette loi, ce statut devrait être proclamé comme définitive dans la législation ukrainienne. Mais vous savez que cette formule de Steinmeier a été signée finalement par tous les participants, par tous les acteurs de ce processus, mais uniquement le 1er octobre cette année. Donc nous avons perdu pas mal de temps. En ce qui concerne le désengagement des troupes qui devrait être effectué sur toute la ligne de contact, c'est-à-dire sur plusieurs centaines de kilomètres, on a réussi il y a quelque temps avec beaucoup de difficultés d'effectuer ce désengagement dans la zone de village Zoloto et Petrovskaya. Après village de Loganskaya, ce désengagement a été commencé et effectué il y a quelques semaines. Par contre, pendant cette pause entre les deux, les protagonistes ont réoccupé certaines zones qui ont quitté il y a quelques ans à Zoloto et Petrovskaya, et aujourd'hui nous sommes obligés de terminer enfin cette première étape de désengagement des troupes et des armes lourdes. Et voilà, depuis des jours, on ne réussit pas de nouveau à effectuer ce désengagement. Et là, je veux dire avec toute franchise que nous devons imposer cette responsabilité sur la partie ukrainienne, parce que les milices de Lugansk et de Donetsk, plusieurs fois, ont tiré ces fameux missiles grises ou blanches pour témoigner leur disponibilité pour commencer ce désengagement. Mais la partie ukrainienne, de nouveau, selon notre analyse, invente des raisons tout à fait artificielles pour ne pas commencer cet engagement tant voulu, qui permettrait dans l'avenir d'élargir les zones de désengagement, d'ouvrir de nouveaux points de passage, parce qu'aujourd'hui, le seul point de passage qui existe de fait, c'est à village Luganskaya, et là, c'est un moment positif, les travaux de réparation du pont ont commencé, mais tous ces processus piétinent, ce qui nous inquiète énormément. Donc, en ce qui concerne le format, le prochain sommet du format de Normandie, la Fédération de Russie et notre président Vladimir Poutine a déclaré à maintes reprises que la Russie accepte l'idée d'organiser ce sommet, mais uniquement après la mise en œuvre des accords conclus, plutôt des désengagements pris par les parties lors de 2 sommets précédents, en 2015 à Paris et en 2016 à Berlin, et d'élaboration, disons, préalable des mesures qui seront, plutôt des engagements qui seront pris par les parties à l'issue de ce sommet du format de Normandie. Parce que pour nous, se rencontrer juste pour se rencontrer, ça ne vaut pas la peine. Il faut bien réfléchir de quoi on va parler à Paris, parce que le prochain sommet doit se tenir à Paris, donc de quoi nous allons parler, qu'est-ce que nous allons décider, comment nous allons avancer dans la mise en œuvre des accords de Minsk, de l'ensemble des mesures pour appliquer ces accords de Minsk. Ça c'est le problème. Pour l'instant, la date, comme vous le savez, n'est pas établie. Nous attendons la mise en œuvre des engagements du côté ukrainien. Je répète que les milices de Donetsk et de Lugansk ont manifesté leur volonté d'effectuer à leur tour ce engagement. Ils sont prêts. Ils étaient prêts plusieurs fois, le 9, le 10, le 11 octobre. Donc maintenant, il faut avancer. Et je voudrais souligner de façon tout à fait solennelle que la crise à Donbass ne connaît pas la solution militaire. Nous le comprenons tous. Nous sommes également persuadés que seule la bonne volonté, la volonté politique, peut nous aider à sortir de cette nouvelle impasse. Et
la signature du formule de Steinmeier, le désengagement dans le village de Luganskaya ont bien montré que si cette volonté politique existe, nous pouvons avancer, nous pouvons approcher la solution pacifique de ce conflit qui dure si longtemps. Monsieur Lefebvre tout à l'heure a rappelé le déroulé depuis la chute du bloc des déceptions, on va dire, de la Russie vis-à-vis de l'OTAN, avec des promesses de non-élargissement à l'Est qui n'auraient pas été tenues. On peut rajouter la déception, on va dire, un mandat qui aurait été trop largement interprété par notamment la France et la Grande-Bretagne suite à la Libye ou encore la Yougoslavie. Ma question est la suivante. Est-ce que pour l'ambassade de Russie, il faut considérer que je resterai le plus neutre possible dans l'emploi des termes pour ne pas réitérer une divergence d'interprétation des faits des différents partis? Est-ce qu'il faut considérer qu'il y a une volonté de coup d'arrêt à l'Occident par le rôle que la Russie a joué dans ce conflit? La Russie dans les années 90 et jusqu'au tournant du siècle a semblé hésiter entre deux possibles alliés ou adversaires stratégiques. D'un côté, l'Occident et l'Europe pouvant être soit un allié soit un adversaire, de l'autre côté la Chine pouvant être soit un allié soit un adversaire, et semble au cours des dernières années avoir fait le choix de la Chine. Ma question, est-ce que la proposition de reset du président de la République est de nature à être interprétée comme ayant une véritable valeur et un véritable poids auquel on accorde de l'importance de la part de la Russie, ou est-ce qu'au contraire, pour citer le ministre Védrine, la puissance moyenne d'influence mondiale n'est pas de taille en fait à intéresser la France dans un nouvel équilibre des rapports mondiaux? Et puis par ailleurs, pour donc toujours en restant très net sur les termes employés, est-ce que pour toujours monsieur le conseiller ministre de l'ambassade de Russie, est-ce que la Russie pourrait réitérer son rôle de soutien vis-à-vis de minorités russophones dans d'autres parties du continent européen, par exemple dans les pays baltes? Les derniers diplomates de l'époque soviétique qui étaient qu'ils auraient eu des promesses de non-élargissement de l'OTAN. Tout à fait. Voilà. Est-ce que c'est une réponse? C'était même M. Mikhail Gorbatchev, notre premier président, lui-même, qui a eu ces engagements de ses collègues et homologues occidentaux. J'ai bien compris votre question, c'est clair. Je peux commencer? Allez-y. Bon, première question. Oui, effectivement, Monsieur l'ambassadeur Lefebvre a bien dessiné une fresque dans la mesure du possible, compte tenu qu'il y avait juste quelques dizaines de minutes, des relations entre l'Occident et la Russie après la disparition de l'Union soviétique. Et justement, je me souviens très bien moi-même que c'était une temps de désillusion, le temps d'une grande euphorie. Nous, en Russie, on était ouverts à 100% à la construction des relations absolument de partenariat et de coopération avec l'Occident. On voulait réaliser enfin cette rêve du président Charles de Gaulle, du général Charles de Gaulle, l'Europe de l'Atlantique jusqu'à l'Ural, et on voulait même élargir cette zone jusqu'à Vladivostok. L'idée qui a été d'ailleurs soutenue par François Mitterrand, représentant d'une autre famille politique française, mais qui pensait dans la même direction. Donc je vous confirme que le souhait et l'ouverture, la disponibilité de la Russie, de la nouvelle Russie démocratique, était énorme. Et justement, qu'est-ce que nous avons reçu? Nous avons reçu élargissement de l'OTAN qui continue aujourd'hui et qui ne s'arrête pas. Nous avons reçu plusieurs violations du droit international. Vous avez évoqué la Libye, mais je voudrais bien vous rappeler qu'avant la Libye, c'était la guerre de l'OTAN contre la Serbie, quand l'opération militaire a été déclenchée sans aval des Nations Unies. Donc plusieurs de ces facteurs ont joué son rôle dans ce refroidissement entre la Russie et l'Occident. Et l'Ukraine, tout ce qui s'est passé en Ukraine, la crise ukrainienne, c'était juste un catalyseur qui a catalysé ces processus qui ont été préparés par plusieurs activités de l'Occident qui étaient considérées par les Russes comme des actions inamicales et parfois même hostiles. Et là, je pars à votre deuxième question concernant l'Europe ou la Chine et l'Europe. Vous connaissez que notre
notre signe national, nos armoiries, c'est un aigle bicéphale. Une tête regarde vers l'Est et une autre vers l'Ouest. Et ça ne change pas. Nous comprenons très bien que la Russie, c'est un pays profondément européen, ce qui est bien reconnu par M. le Président de la République, qui a réitéré cette axiome lors de son rencontre avec le président Poutine à Brégançon. La Russie, c'est un pays profondément européen qui partage avec l'Europe les mêmes valeurs, les mêmes racines culturelles, etc. Mais en même temps, une grande partie de la Russie se trouve dans l'Asie. Et dans le contexte actuel, quand nous avons vu que parfois les paroles de nos partenaires européens ne vaut pas grand-chose, nous sommes obligés de diversifier nos liens économiques, politiques, et voilà pourquoi nous développons nos relations non seulement avec la Chine, mais aussi avec plusieurs pays de l'Asie du Sud, de l'Asie du Sud-Est. Et en ce qui concerne la Chine, aujourd'hui, les relations avec ce pays connaissent peut-être la meilleure étape dans l'histoire millénaire de la Russie et multimillénaire de la Chine. Pourquoi? Parce que nous avons vraiment pas mal d'intérêts communs, non seulement dans le domaine économique, mais aussi politique, parce que nous partageons à peu près la même vision du monde. Nous sommes persuadés que le monde change très rapidement. Le monde devient polycentrique, multipolaire, et nous voulons participer ensemble dans la construction de ce nouveau monde multipolaire, sans domination d'un pays ou sans domination d'un groupe de pays. Nous voulons avoir un monde plus respectueux, plus stable, un monde basé sur le droit international. Et les Chinois partagent cette vision des choses. Voilà pourquoi nous avons une base très solide pour notre rapprochement ultérieur. Et en ce qui concerne le soutien des populations russophones, oui, effectivement, comme tous les pays du monde, nous soutenons les populations russophones. Plutôt, nous sommes intéressés d'assurer la protection de leurs droits et de leur place dans différents pays, mais surtout dans l'étranger proche, comme nous disons. Nous sommes très inquiets du traitement subi par les populations russophones dans certains pays baltes. Je parle notamment de la Lettonie et de l'Estonie, où il existe quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, le statut de non-citoyen, LM, ce qui est marqué en anglais sur les passeports de ces russophones qui, d'un côté, ne peuvent pas obtenir la nationalité estonienne ou lettonienne, ou ne veulent pas l'obtenir, parce qu'il y a deux possibilités. Donc c'est un statut absolument humiliant, et il y a plusieurs d'autres éléments de discrimination. Donc nous sommes très vigilants aux droits de nos citoyens. Nous sommes vigilants aux droits de nos citoyens en Ukraine, ou plutôt des russophones en Ukraine. Et là, je reviens à cette nouvelle loi sur l'éducation adoptée il y a quelque temps en Ukraine, qui prévoit le passage à l'éducation uniquement en langue ukrainienne dans les écoles russes à partir de 2020. Et là, nous constatons la double discrimination à l'égard de la langue russe. Discrimination par rapport d'abord à la langue ukrainienne, et discrimination par rapport aux langues dites européennes, parce qu'il y a plusieurs langues, il y a plusieurs minorités ethniques en Ukraine, et les écoles où on organise l'éducation sur cette langue, langue hongroise, slovaque, je pense, bon, peu importe, ces écoles vont passer à l'éducation en ukrainienne en 2023. Donc ils ont déjà une période beaucoup plus longue pour effectuer ce passage. Mais évidemment, ça ne doit pas dire que la Russie se propose d'utiliser la force ou la menace d'utilisation de la force dans tous ces cas concrets. Tout simplement pour vous dire, nous observons de très près ce qui se passe avec les diasporas russes à l'étranger, que ce soit en Australie ou en Estonie, et on va déployer des efforts diplomatiques. On va nous adresser, ce que nous faisons tout le temps, aux organisations régionales et internationales pour qu'ils appellent les autorités de chaque pays concret de respecter les droits des minorités russophones conformément aux accords et
aux traités signés par tel ou tel pays, y compris quand il s'agit de l'Europe, il s'agit de plusieurs conventions signées dans le cadre de l'USE.